Le Panhandle de l'Alaska ressemble à une énorme erreur géographique et, en fait, c'en est une. Quelqu'un a tracé cette frontière d'après des montagnes qui n'existent littéralement pas, et aujourd'hui, cela rend la vie incroyablement difficile aux habitants. Comment les États-Unis ont-ils fini par posséder cette étroite bande de terre qui coupe le Canada de l'océan? Tout remonte à un accord bizarre signé en 1825 entre les empires russes et britanniques. Deux superpuissances basées en Europe ont décidé d'établir une frontière à travers un paysage sauvage et totalement inexploré. La faire passer par la crête des montagnes côtières semblait être une bonne idée, avec un seul problème de taille. Ces montagnes étaient une illusion cartographique. Ce qu'ils prenaient pour une belle crête continue était en fait un patchwork chaotique de sommets et de fjords. Et non, ils n'ont pas vérifié le terrain. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'était si important? Quand les États-Unis ont racheté l'Alaska à la Russie et que de l'or a été découvert, cette ligne fictive est soudain devenue très contestée. Celui qui possède la côte a tout simplement le pouvoir. En 1903, un tribunal international est intervenu et a forcé toutes les parties à trouver un accord. Le juge britannique a donné raison aux États-Unis et l'erreur a été définitivement entérinée. N'en parlez pas si des Canadiens sont dans le coin. Cela les met toujours en colère, car le Canada a été coupé de ses ports, piégé derrière un mur de terre appartenant aux États-Unis. Le problème est toujours d'actualité, et il ne s'agit pas seulement de vieilles cartes papier. La réalité sur le terrain est brutale. La frontière sur laquelle ils se sont mis d'accord est un véritable cauchemar logistique. Elle a fracturé les écosystèmes locaux et divisé les territoires autochtones, comme ceux des peuples Tlingit et Haida, en deux. Pour les habitants de ces villes frontalières isolées, l'impact quotidien est lourd. À cause de la façon dont cette ligne coupe le paysage, des villes comme Skagway, en Alaska, ne sont accessibles par la route qu'en passant par le Canada. Pendant ce temps, les Canadiens vivant près de la limite doivent souvent passer des postes de contrôle pour aller à l'hôpital, faire leurs courses ou mettre leurs enfants dans le bus scolaire. Imaginez que votre vie quotidienne soit dictée par la patrouille frontalière. Cette ligne irrégulière nous rappelle cruellement que les frontières ne sont pas que de l'encre. Quand une frontière repose sur une fiction cartographique totale, mais est imposée comme un fait, ce sont les populations locales qui en paient le prix chaque jour. Le Canada est immense. Pourtant, la grande majorité de sa population vit soit à l'est, soit à l'ouest. Et, au centre, s'étend une vaste région où presque personne ne s'installe, le nord de l'Ontario. Mais pourquoi cet endroit semble-t-il presque hors de portée? Le nord de l'Ontario appartient bien sûr à la province d'Ontario. Celle-ci est très dynamique, abritant des métropoles majeures comme Toronto et Ottawa. Environ un tiers des Canadiens y résident, mais la majorité d'entre eux se concentrent dans la partie sud. Le nord, lui, reste largement vide. Ce paradoxe surprend, car la portion septentrionale est considérable, bien plus vaste que le sud. Elle couvre plus de 806 000 km², soit une superficie comparable à celle de tout le territoire turc. Le nord de l'Ontario représente à lui seul près de 87% de la superficie de la province, mais seulement environ 6% des Ontariens y vivent. Avant toutefois d'imaginer vous y installer pour profiter du calme et de l'espace, retenez ceci. 4 grandes raisons expliquant pourquoi tant de gens choisissent de ne pas y habiter. Et, très probablement, vous partagerez leur avis. Première raison, la nature du territoire. Si vous observez la région sur Google Earth, vous verrez surtout une immense étendue apparemment vide, sans particularité évidente. Mais dès que l'on zoome, la réalité devient plus complexe. Le nord de l'Ontario se distingue par ses paysages sauvages et reculés, dominés par d'immenses forêts et des lacs innombrables. Admirer ces panoramas ou les photographier est un plaisir, mais y vivre relève d'un tout autre défi. La géographie rend les déplacements ardus et complique considérablement la construction d'infrastructures comme les routes ou les voies ferrées. Faute de réseaux accessibles, la région demeure largement isolée. Ce qui nous mène à la seconde raison, l'éloignement. On pourrait croire qu'étant située au cœur du pays, la région servirait de trait d'union naturel entre l'Est et l'Ouest du Canada. Mais, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le nord de l'Ontario reste éloigné des grands centres urbains. Prenons le Grand Sudbury, la ville la plus peuplée de la région avec environ 160 000 habitants. La métropole majeure la plus proche, Toronto, se trouve à près de 381 km. Il faut compter environ 4 heures de route pour y parvenir.
Si vous prévoyez un week-end prolongé dans une grande ville animée, 4 heures de route peuvent sembler être une escapade plaisante. Mais si ce trajet sert simplement à vous rendre chez le dentiste ou à régler des formalités administratives, la distance paraît soudain interminable, sans même parler des frais. C'est hélas la réalité quotidienne de nombreux habitants du nord de l'Ontario. Dans cette région, l'accès aux services et aux opportunités demeure limité. La population y étant peu nombreuse et très dispersée, le territoire manque d'infrastructures, d'établissements et de services essentiels, notamment en matière de santé et d'éducation. Les habitants doivent de parfois composer avec des infrastructures médiocres, voire inexistantes, routes manquantes, aéroports absents, hôpitaux et écoles en nombre insuffisant. Sans ces équipements, s'établir durablement devient difficile. Dans les zones rurales, le manque de services pèse encore davantage sur la qualité de vie. Sur le plan psychologique, l'isolement peut vite se faire sentir, et le froid intense ne fait qu'aggraver ce sentiment de solitude. Nous arrivons ainsi à la troisième raison pour laquelle la majorité des Canadiens évitent de s'installer dans le nord de l'Ontario. Son climat redoutable. Si vous ne supportez pas les températures glaciales, il vaut mieux retirer cette région de votre liste de destinations. Les hivers y sont particulièrement longs et impitoyables, avec des températures qui peuvent chuter jusqu'à 40 degrés sous zéro. Avez-vous déjà tenté de pelleter de la neige par un froid pareil? Disons-le franchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce climat extrême ne se contente pas de bouleverser vos projets de week-end ou vos habitudes quotidiennes. Il complique sérieusement les déplacements et renforce l'isolement des habitants, privés d'un accès facile aux services et aux opportunités professionnelles. De plus, ce froid persistant rend difficile la construction d'infrastructures, le développement industriel ou la gestion d'entreprises. L'agriculture en subit aussi les effets. Comparé au sud de l'Ontario, le nord possède une saison de croissance plus courte et un climat bien plus rude. Certes, certaines cultures, comme l'avoine, la pomme de terre ou le haricot vert supportent ces conditions, mais le choix des cultures reste limité. Voilà pourquoi la majorité des exploitations agricoles se concentrent dans le sud de la province, ainsi que dans d'autres régions du pays comme les prairies et le Québec. Cet exemple illustre bien à quel point le climat complique l'établissement d'une base solide pour y vivre durablement. C'est précisément ce qui nous mène à la quatrième raison expliquant cette faible densité de population, l'économie. Le problème ne vient pas d'un manque d'emploi, loin de là. En réalité, les postes sont nombreux. En 2023, la partie nord de l'Ontario affichait l'un des taux de postes vacants les plus élevés du pays. Contrairement à bien des régions du monde, il s'agit d'un endroit où les emplois abondent, mais où la population fait cruellement défaut pour les pourvoir. L'une des raisons pour lesquelles ces emplois restent vacants tient au fait qu'une grande partie de la population est plus âgée. Prenons l'exemple d'Elliott Lake. 42% de ses habitants ont plus de 65 ans. C'est la troisième plus forte concentration de personnes âgées de tout le Canada. La situation n'est guère différente dans le reste de la région. Les projections estiment qu'en 2036, les personnes de 65 ans et plus représenteront près de 30% de la population totale du nord de l'Ontario. Et, une fois cet âge atteint, beaucoup disposent de leur pension et de leurs prestations. Pour la majorité d'entre eux, retourner travailler n'entre tout simplement plus en ligne de compte. Ce problème s'aggrave encore, car les jeunes manifestent peu d'intérêt pour la région. Chaque année, de nombreux étudiants, âgés d'environ 17 ou 18 ans, quittent leur foyer du Nord pour poursuivre leurs études ailleurs, traversant parfois la province entière en voiture ou prenant l'avion pour s'installer à l'autre bout du pays. Nombre d'entre eux ne reviennent jamais. Cette tendance peut paraître surprenante, car le nord de l'Ontario bénéficie d'une économie solide, portée notamment par l'exploitation minière. La région de Red Lake en est un bon exemple. Elle recèle d'immenses réserves d'or et abrite l'un des gisements les plus riches au monde. Plus de 850 tonnes y ont déjà été extraites, et cette production a largement contribué à maintenir le Canada parmi les 5 plus grands producteurs d'or à l'échelle mondiale. Il faut aussi mentionner la région connue sous le nom de Cercle de Feu. Située autour du lac McFalls, dans le district de Kenora, elle s'étend sur environ 5000 km² et recèle une abondance de minéraux précieux, tels que le chromite, le cobalt, le nickel, le cuivre et le platine. Aujourd'hui, l'industrie minière du nord de l'Ontario connaît un véritable essor et attire d'importants investissements. Cette dynamique s'explique par la demande croissante de minéraux critiques, indispensables aux technologies modernes comme les smartphones ou les systèmes d'énergie renouvelable. Le cobalt, le nickel et le cuivre jouent un rôle central, notamment dans la fabrication des batteries utilisées pour alimenter les véhicules électriques. Pour l'heure, il semble que l'industrie minière de la région se porte plutôt bien.
Toutefois, ce secteur a connu de nombreuses fluctuations au fil du temps, avec des périodes de croissance suivies de phases de déclin. Combiné au manque de diversité des emplois en dehors des mines, ce contexte pousse de nombreux habitants à partir pour chercher de meilleures perspectives ailleurs. Fait intéressant, les compagnies minières rencontrent aujourd'hui des difficultés à recruter suffisamment de travailleurs qualifiés dans le nord de l'Ontario. Et cela s'explique sans doute par tous les facteurs déjà évoqués. Une population vieillissante, un climat rude, une géographie contraignante et l'éloignement des grands centres urbains. C'est un cercle vicieux que les autorités locales tentent de rompre. Elles travaillent à améliorer les infrastructures, offrent des incitations et cherchent à retenir les jeunes travailleurs. Parmi leurs mesures figurent des primes en espèces pour ceux qui recommandent des professionnels de santé, ainsi que des aides non imposables pour compenser les coûts élevés de l'énergie domestique. D'autres initiatives sont également mises en œuvre. Avec de telles stratégies, il devient donc possible de stimuler la croissance démographique. Et qui sait, cette région pourrait peut-être un jour devenir aussi peuplée qu'animée. Vous n'imaginez pas tout ce que les arbres peuvent apporter. Dans la première moitié du siècle dernier, l'Amérique a bâti une forêt dans les États des Prairies dans un seul but: aider d'innombrables personnes à survivre au Dust Bowl. C'est ainsi qu'on appelle la période dévastatrice des années 30, quand le pays fit face à une sécheresse extrême qui ravagea les champs des agriculteurs. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, mais ce mur vert oublié, composé de forêts, a sauvé tout un pays de problèmes dévastateurs. Tout a commencé dans les années 30. De graves sécheresses ont détruit d'immenses quantités de récoltes. Les fermiers étaient terrifiés. Des vents puissants balayaient sable et poussière sur les champs fertiles, polluant et dégradant les sols. Les ouragans accéléraient aussi l'érosion et évaporaient l'humidité, laissant le sol sec et stérile. Les champs de maïs et d'autres céréales ne produisaient presque rien. Une famine grave approchait. C'est pourquoi, le 21 juillet 1934, le président Franklin D. Roosevelt chargea le service des forêts de lancer le projet de plantation d'arbres des Grandes Plaines. Ça paraît formidable et prometteur. Mais comment l'Amérique a-t-elle stoppé le Dust Bowl exactement? L'idée était de planter un maximum d'arbres en rangées longues, larges et rectilignes. Ces rangées devaient servir de boucliers, protégeant les champs des vents forts, empêchant l'érosion et réduisant la sécheresse. Les bandes d'arbres offraient aussi de l'ombre, rafraîchissant le sol et les sources d'eau voisines. Elles protégeaient les cultures des animaux nuisibles et fournissaient aux gens un matériau extrêmement précieux, le bois. En somme, c'était un vaste projet de restauration climatique. Le service des forêts établit son siège à Lincoln, dans le Nebraska, ainsi que dans plusieurs villes et comtés de l'Oklahoma. Le lancement officiel de la construction forestière eut lieu le 18 mars 1935, dans la ville de Mangum, à la ferme H.E. Curtis, où la première bande boisée fut plantée. Vous pensez peut-être que planter des arbres est simple, mais vous auriez tort. Il ne suffit pas de jeter des graines dans le sol, de les recouvrir de terre et d'ajouter un peu d'eau. Prenons le pacanier comme exemple. C'est un arbre assez grand, au feuillage large et dense. Si vous semez directement en terre, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les mauvaises herbes et les parasites. Une graine demande plus de soins et d'attention qu'un jeune plant, car elle est bien plus vulnérable. On n'arrose pas l'arbre au hasard. Il faut établir un plan d'irrigation adapté. Vous ne sautez pas de repas dans la journée, alors une graine aussi doit recevoir de l'eau régulièrement. Mais n'en faites pas trop. Un excès d'eau peut détruire l'arbre. De nombreux facteurs entrent en jeu, comme la température et la fertilité du sol. Ne soyez donc pas surpris si rien ne fonctionne au début. Une méthode plus fiable consiste à planter un jeune arbre. On l'amène dans un champ, on creuse un trou de taille adaptée, on humidifie les racines, on taille légèrement racines et branches, on le place dans le trou et on le recouvre de terre. En rebouchant, il faut bien tasser le sol. Pour finir, on arrose pour affermir la terre. On coupe la moitié de la cime pour équilibrer le système racinaire. Et à ce stade, vous avez sûrement la tête qui tourne avec toutes ces informations. Mais ce n'est que le début du travail. À mesure que l'arbre grandit, il faut peindre le tronc en blanc ou l'envelopper de protection spéciale pour le protéger du soleil et d'autres agressions. N'oubliez pas les mauvaises herbes et le gazon. Ils ne nuisent pas directement à l'arbre, mais ils rivalisent pour l'humidité et les nutriments dont le pacanier a besoin. Ensuite, certains insectes et parasites s'attaquent à l'arbre et propagent des maladies. Il faut choisir des traitements spécifiques pour éliminer toutes ces menaces. Alors, oui, planter un arbre n'est pas si simple.
Et on ne parle que d'un seul pacanier. Pendant ce temps, l'Amérique a bâti une forêt composée de mûriers, d'orangers des Osages, de peupliers, de frênes verts, de micocouliers, de cèdres rouges, de noyers et bien d'autres essences. Chaque jour, les fermiers prenaient soin de tous ces arbres. Ils les arrosaient, fertilisaient le sol, arrachaient les mauvaises herbes, luttaient contre les parasites, le tout sous une chaleur extrême. Bien sûr, une telle forêt exigeait plus que les seuls efforts des fermiers. Le gouvernement fédéral les soutenait activement. Si un fermier souhaitait créer une bande boisée, il soumettait une demande. Des commissions spéciales évaluaient le terrain destiné à la plantation et testaient le sol. Si la terre était fertile, les autorités validaient la requête. Dès lors, les fermiers commençaient à planter. Des équipes gouvernementales les aidaient à construire des clôtures et à combattre rongeurs et mauvaises herbes. C'était un effort collectif qui a produit des résultats impressionnants sous forme de rangées forestières bien structurées. Chaque arbre dans une rangée était espacé d'environ 3 mètres. La largeur de la bande boisée allait de 30 à 50 mètres. Sachant que les essences choisies avaient un feuillage dense, chaque bande formait une barrière épaisse servant de filtre, purifiant l'air du sable et arrêtant le vent. Pour améliorer l'efficacité de ce filtre, les fermiers plantaient de grands arbres dans les rangées centrales, des arbres plus petits sur les côtés et des arbustes en bordure. Le projet de reboisement américain devint si vaste qu'en 1942, 220 millions d'arbres avaient été plantés sur près de 29 000 km, du Dakota du Nord au Texas. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé parfaitement. Certaines bandes boisées ont été gravement endommagées, puis retirées par les fermiers. De nombreux arbres et arbustes ont souffert de sécheresses intenses et d'invasions de criquets. Et dans certaines zones, les fermiers ont mal restauré le sol. En 1936, le taux de survie des arbres avoisinait 73%. En 1937, l'entretien fut entièrement confié aux fermiers et le taux chuta bientôt à environ 61%. Mais pourquoi les dégâts ont-ils augmenté après le transfert du projet? Les fermiers faisaient bien leur travail. Peut-être que le problème venait de l'échelle. Entretenir une forêt si vaste est extrêmement difficile, même avec des gens expérimentés. Il pouvait arriver que pendant que les fermiers du Kansas luttaient contre les criquets, des vents puissants en Oklahoma déracinaient des arbres. Mais cette forêt artificielle en valait-elle la peine? Oui, la forêt a aidé dans une certaine mesure, mais globalement, elle n'a pas protégé les champs du Dust Bowl aussi efficacement qu'espéré. En revanche, ces arbres sont devenus le refuge d'innombrables oiseaux et animaux. Des internautes affirment que dans les années 50, on voyait beaucoup de faisans dans cette zone. Encore aujourd'hui, selon des forums, ces oiseaux vivent toujours dans les anciennes bandes boisées. De nos jours, les habitants voient beaucoup d'arbres dans les états des prairies et pensent sans doute qu'ils sont apparus naturellement. Peu de gens savent que tout cela résulte du dur labeur de nombreux fermiers et que la vraie raison pour laquelle l'Amérique a bâti une forêt était de sauver le pays. Il est important de s'en souvenir. Aujourd'hui, le pays n'est menacé ni par la sécheresse, ni par une destruction massive des récoltes, à notre connaissance. Aucune famine n'est prévue non plus. Mais pourquoi est-il toujours important de préserver ces bandes boisées? Oui, elles sont vitales pour la nature et abritent de nombreuses espèces animales. Mais au-delà de ça, elles offrent des avantages très concrets pour les gens. Elles protègent la couche arable des vents forts. En hiver, elles empêchent les routes d'être ensevelies sous la neige. Pensez à la façon dont les blizzards peuvent recouvrir les autoroutes d'épaisses congères. Les rangées d'arbres réduisent considérablement l'accumulation de neige. Les fermiers plantent aussi des bandes d'arbres entre leurs exploitations et les routes voisines. Cela crée un bouclier naturel qui protège animaux et cultures de la poussière, des gaz d'échappement et du bruit de la circulation. Vous aussi, vous pouvez créer une telle bande boisée. Non, sérieusement, beaucoup rêvent d'avoir leur propre jardin ou un petit arbre. Mais pourquoi pas une forêt entière? Imaginez la satisfaction de vous y promener, des années après la plantation. Les fermiers qui ont créé cette immense bande boisée étaient sans doute fiers de tout le travail accompli. Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient aujourd'hui de la ceinture forestière des Grandes Plaines. Existe-t-elle encore? En 2010, l'état de nombreuses bandes boisées s'était dégradé. Des plantations trop denses, le vieillissement des arbres et la propagation d'espèces concurrentes pour l'eau et les nutriments les ont toutes affaiblies. Les gens ont presque oublié le projet de reboisement américain. Heureusement, durant ces mêmes années, le gouvernement a alloué des fonds pour entretenir ces forêts au Kansas, dans les 2 Dakota et au Nebraska. Il reste donc peut-être un espoir pour elles.